Bonjour Honorable Mambo. Bonjour. Vous êtes député national, élu de Bagata, membre de BCD, bien sûr, et de la Mouka. On vous approche aujourd'hui parce qu'à l'époque, vous étiez conseiller juridique, une question que vous maîtrisez bien. Hier, le Sénat a finalement autorisé la levée des immunités et donnant accès au PG, puis la Cour constitutionnelle, de mener des investigations contre Christian Matata Pogno qu'on accuse d'avoir détourné entre 11 millions et 28 millions entre 2012 et 2013. Vous avez un commentaire à émettre par rapport à ces dossiers? Merci beaucoup. Effectivement, j'ai un commentaire. Je vais faire un commentaire comme expert d'abord, parce que dans ces dossiers-là, moi j'ai été à la direction générale de la dette publique, directeur au département juridique. Donc, je connais un peu comment les dossiers de l'indemnisation des anciens propriétaires des biens à réaliser a été traité. Ce dossier-là n'a pas commencé avec Matata, les dossiers d'indemnisation des anciens propriétaires. Après que le président Mobutu ait aérianisé le bien appartenant aux étrangers, par les mesures des aérianisations comme on appelait, en 1977, le président Mobutu, disons qu'une ordonnance loi avait été prise pour décider de la rétrocession de ce bien aux anciens propriétaires, étant donné que les Congolais qui avaient acquis le bien étaient tous des mauvais gestionnaires. Et donc en 1978, une loi a été promulguée portant recouvrement des sommes dues par les acquéreurs des biens aérianisés à l'État congolais. Et dans cette loi avaient été posés les principes d'indemnisation des anciens propriétaires. Donc, qu'est-ce que la loi disait? Un bien a été aérianisé, nous attribuons ça à un Congolais. Initialement, depuis 1973, initialement, les Congolais qui devenaient acquéreurs avaient l'obligation d'indemniser, de restituer, de rembourser la contre-valeur caisse, banque et n'est-ce pas patrimoine qui était évalué aux propriétaires. Mais jusqu'à 1978, on se rend compte que le Congolais ne remboursait pas et puis il gérait mal. Et Mobutu dit il faut rétrocéder. Mais même pour rétrocéder, on avait sélectionné certaines unités. Et après, on se rend compte que ce n'est pas bien fait. En 1978, la loi portant recouvrement des sommes dues aux anciens propriétaires des biens aérianisés est prise. Et dans cette loi, il y a les principes d'indemnisation. Mais il s'est fait que depuis 1978, l'État congolais n'avait indemnisé peut-être que le 1/10. Et les dossiers étaient d'abord initialement traités par le ministère du portefeuille, qui traitait ces dossiers-là. Jusqu'à ce que, beaucoup d'années après, ces dossiers sera envoyé à la Direction générale de la dette publique, alors Office de gestion de la dette publique, pour prendre ça en charge, étant donné qu'il s'agissait de la dette de l'État vis-à-vis des anciens propriétaires, mais aussi de la créance de l'État vis-à-vis des acquéreurs congolais, qui, malheureusement, dans la plupart des cas, étaient des hommes politiques proches du président Mobutu. Et maintenant, vers les années 2005-2006, quelques mandataires, dont en tête M. Manuel Alves, qui est au Portugal aujourd'hui, appellera les ambassadeurs de la Grèce, de Chypre, du Portugal, principalement. Il y avait aussi les Belges. Mais étant donné les dossiers des Belges étaient principalement traités dans le cadre de relations belgo-congolaises, ces dossiers-là n'étaient vraiment... Il n'y avait pas beaucoup de dossiers à indemniser parce qu'en fait, c'était déjà intégré dans le cadre de la coopération. C'est beaucoup plus les autres là qui étaient restés. Mais il n'empêche qu'il y avait quelques dossiers belges qu'on devait indemniser. Alors, M. Alves, avec ses ambassadeurs-là, vont donc contacter les Fonds monétaires internationaux de la Banque mondiale pour dire mais, on a exproprié les gens dans ces pays. Mais comment se fait-il que l'État congolais ne rembourse pas, ne suit pas de remboursement, d'indemnisation de ces gens-là? Et finalement, les Fonds monétaires de la Banque mondiale, avec M. Alves, vont contacter le ministre Philippe Fouta. Et on veut dire, mais monsieur le ministre, vous ne pouvez pas espérer recevoir de nouveaux investisseurs dans votre pays aussi longtemps que le dossier d'indemnisation des anciens propriétaires que vous aviez expropriés traîne. Parce que ce sont les mêmes personnes, l'histoire se répète. Donc les gens vont avoir peur de venir chez vous. Il faut indemniser ces gens-là.
Il était maintenant question de décider, de dire est-ce que c'est une dette intérieure ou une dette extérieure. Étant donné la définition que nous avons donnée, que l'Office a donnée, que la dette extérieure est donc la dette que l'État congolais a vis-à-vis d'un créancier extérieur. Alors, ces gens-là étaient chez vous, vous les avez expropriés, ils sont rentrés chez eux, vous ne pouvez plus considérer qu'ils sont des Congolais. Ils sont rentrés chez eux, donc c'est une dette extérieure. Et les négociations ont commencé avec Philippe Fouta, des tristes mémoires, je voulais dire paix, pas des tristes mémoires, je m'excuse, paix à son âme, parce qu'il est déjà mort, le ministre Fouta. C'est lui qui a commencé les négociations et ça a suivi jusqu'à l'époque de Marco Bangouli. Disons, déjà Fouta avait levé l'option, il a accepté, avec, n'est-ce pas, les conseils du Fonds monétaire de la Banque mondiale, que ces dossiers-là soient traités comme un dossier de la dette extérieure. Philippe Fouta passe, Marco Bangouli passe, Matenda passe, il traite quelques dossiers, et Matata arrive. Je ne suis vraiment pas d'accord comme expert qu'on puisse dire que Matata a détourné l'argent qui était, n'est-ce pas, consacré, qui était prévu pour le paiement, pour l'indemnisation des anciens propriétaires. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Il faut d'abord connaître la procédure. La procédure est celle-ci. Tout ancien propriétaire des biens aérianisés avait le droit de réclamer l'indemnisation, la contre-valeur de son bien qu'il a perdu. Il le fait lui-même ou par mandataire interposé. Dans les cas d'espèce, nous avons eu des mandataires. Le mandataire, il fait quoi? Il écrit au nom de son client, de son mandant. Et il écrit au ministre des Finances pour dire, moi, j'étais propriétaire de tel bien. Non, moi, j'ai été mandaté par monsieur tel, qui était propriétaire de tel bien, zairianisé en faveur, zairianisé et attribué à tel. Donc, la valeur était d'autant. Et la lettre va au ministre des Finances. Le ministre des Finances envoie la DGDP pour vérification. Et la DGDP regarde d'abord dans les livres de la dette. Il y a un fichier de biens aérianisés. Première des choses, on doit vérifier si ces biens-là se retrouvent sur la liste, donc dans le fichier géré par la DGDP. Ça, c'est un. Si c'est oui, c'est bon. Deuxième chose, le mandataire doit nous amener, n'est-ce pas, une procuration signée par les concernés. La procuration est signée où? Au Portugal. Si au Portugal, ça va. Cette procuration qui est signée au Portugal doit contenir une ou l'autre chose. Un, soit c'est notre ambassadeur, notre représentation diplomatique qui confirme par le cachet, qui authentifie que, n'est-ce pas, ces mandats-là a effectivement été, n'est-ce pas, signé au Portugal en faveur de tel monsieur, soit c'est l'office notarial portugais qui les confirme. Parce que nous, on considère qu'on doit respecter les institutions des autres pays. Lorsque c'est les notaires portugais qui attestent, à ce moment-là, nous prenons ça en considération. Deux. Troisième chose, nous devons vérifier s'il y a une lettre d'attribution de ce bien-là. Parce que zairianiser est une chose, attribuer à un Congolais est une autre chose. Nous vérifions l'avantage de l'attribution, c'est que les procès verbaux de remise et reprise contenaient la valeur patrimoniale du bien aérianisé, assez compris la caisse et la banque. Donc la valeur est connue. Et c'est dans les procès verbaux de remise et reprise. Lorsque le bien n'avait pas été attribué, il a seulement été aérianisé, il est difficile de déterminer la valeur de ces biens-là. Et lorsque la valeur n'est pas déterminée, l'indemnisation devient difficile. C'est donc peut-être aux concernés de nous prouver qu'il y avait une valeur. Mais sinon, nous demandons la lettre d'attribution. On dit que cette plantation avait été attribuée à M. Congolo, qui est congolais. Mais quand Congolo va prendre la plantation auprès de M. Pedro, ils doivent établir un procès verbal de remise et reprise. Et nous demandons maintenant, deuxième papier important, procès verbal de remise et reprise, pour qu'on voie la valeur du bien. Et dès que nous avons le procès verbal de remise et reprise, nous disons, bon, le dossier est constitué, on peut maintenant négocier.
Les principes des négociations, parce que c'était pendant l'initiative PPT, les principes des négociations, c'est que les créanciers doivent accorder à l'État congolais une décote de 80%. Donc l'État congolais ne peut payer que 20%. Et nous appliquons bien sûr les intérêts des retards parce qu'on n'a pas payé depuis tous ces temps. Et à ce moment-là, nous arrivons à un montant, nous décotons de 80%, il reste 20%. Nous établissons un protocole d'accord que nous soumettons à la signature du ministre des Finances et du mandataire. C'est alors que nous retournons les dossiers au ministre des Finances. Donc, je ne vois pas comment Matata, qui n'est pas ancien propriétaire des biens aérianisés, Matata, qui n'est pas mandataire des biens aérianisés, peut détourner de l'argent. Moi, je suis, comme expert, je suis offusqué. Je trouve que c'est ridicule. Et c'est alors que je pense que ça devient un problème politique. On parle de dossiers. Et si les dossiers sont falsifiés, qui n'existent pas dans les livres de comptes, est-ce que ces livres de comptes sont tenus par Matata? Les livres de comptes ne sont pas tenus par le ministre. Les livres de comptes sont tenus, ou les livres de comptes est tenu par le service. Il faut donc vérifier avec les services pour voir si ça n'existe pas. Si le dossier a été traité au niveau du cabinet tout simplement, sans soubassement à la DGDP, je comprendrais qu'il y ait des détournements. Mais je doute que ce soit le cas. Vous pensez que c'est un dossier purement politique? Moi, je pense que l'UDPS, comme l'UDPS, là je reviens comme député, l'UDPS est entré dans une logique d'exclusion totale. Et je veux le prévenir que cette logique d'exclusion totale va finalement les exclure et les descendre, les brûler. Ils ont mis au cachot Caméré, l'UDPS a mis au cachot Caméré, qu'on reconnaît aujourd'hui comme bon citoyen, contradiction. L'UDPS veut mettre des côtés Moïse Katumbi avec des propositions, des projets de loi bidons. Et l'UDPS veut aujourd'hui écarter Matata parce qu'on s'est dit potentiellement en 2023 il va postuler. Mais c'est tout l'Est qui est, c'est tous les Bassouaïs, parlons en termes de langue maintenant. Donc c'est pas normal. Moi je pense que c'est totalement, pleinement un dossier politique. Il n'y a rien de judiciaire, il n'y a rien. Parce qu'au fait, le principe d'indemnisation des biens aérianisés, ce n'est pas Matata qui a accepté et établi ces principes. J'ai parlé de André-Philippe Fouta, j'ai parlé de Marco Bangouli, j'ai parlé de Matenda. Et Matata est quatrième. Et c'est Matata, c'est sous Matata. Matata nous a dit, il a dit DGDP, depuis 63 jusqu'aujourd'hui, ça a trop trôné. Je crois qu'il faut fixer une date limite. Écrivez aux ambassadeurs là pour leur dire la RDC ne peut plus accepter les dossiers d'indemnisation après 2011. C'est Matata qui a fait ça. Nous avons écrit et aujourd'hui, ces dossiers-là ne sont plus traités. Si Matata était voleur, il allait laisser indéfiniment que les gens viennent réclamer, qu'ils se retrouvent. Mais il a quand même voulu protéger la République. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut remercier les gens qui ont bien fait leur travail. Sur ces points précis, moi je suis politique, je suis avec Fayoul. Je ne peux pas défendre Matata si Matata veut postuler en 2023, donc il sera notre concurrent. Je ne peux pas les défendre. Mais j'ai un problème de conscience. Je connais quand même le dossier. J'ai été conseiller juridique, responsable du département juridique. J'ai vérifié des dossiers. Je connais la procédure, les processus de paiement, la procédure à suivre. Ce n'est pas Matata qui prend les dossiers, qui discute, qui vient défendre et l'argent entre dans les caisses, dans les comptes. Ça n'existe pas. La dette extérieure est payée dans les comptes, soit du mandataire, soit de l'acquéreur lui-même. C'est pas possible. Pas de l'acquéreur, de l'ancien propriétaire lui-même. Donc, je ne vois pas, je ne sais pas. Comment Matata, je ne sais pas comment c'est entré dans le compte de Matata. Parce que le détournement, c'est entré dans son compte. Est-ce que l'IGF peut aujourd'hui démontrer que l'argent là qu'on a payé dans ces dossiers-là, c'est entré dans les comptes de Matata? Je ne sais pas, mais je crois que ce n'est pas possible. Honorable, l'autre question, c'est les élections en 2023 s'annoncent rudes et le gouvernement s'engage à recenser la population congolaise avant d'aller aux élections en 2023. Oui, c'est un bon engagement. Les élections, c'est en 2023. Et si Sama Lukonde, avec son ministre de l'Intérieur, estime que ils peuvent faire le recensement et pour permettre de bonnes élections en 2023, on va les applaudir. Mais pensez-vous passer de manière dilatoire pour empêcher la tenue des élections en 2023? Non. C'est pratiquement impossible sur le plan calcul
que ces grands pays, après plusieurs années de non-identification, que cela se passe en quelques années? Non, mais si ça m'a dit qu'il s'engage à procéder au recensement avant les élections de 2023. Il s'engage, c'est-à-dire qu'il y aura élection en 2023, mais lui va faire son recensement. Bon, nous sommes en train de dire qu'ils ne vont pas tenter comme Kabila, parce qu'en fait, Kabila a tenté et il a vu ce qu'il a vu. Donc, si c'est qu'il ne doit pas penser qu'il est exceptionnel, qu'il tente, il verra ce que Kabila a vu. Les gens vont descendre dans la rue. Il n'y a pas que l'UDPS. D'ailleurs, à l'époque, ce n'était même pas l'UDPS qui était dans la rue. C'était Martin Fayoul avec leur groupe. L'UDPS n'était même pas là. On a empêché Kabila. Nous allons l'empêcher. On ne peut pas subordonner ça. Le recensement est un processus, une procédure administrative. C'est un processus administratif. Ça s'est fait, ça n'a rien à voir avec les élections. Partout on fait les recensements, ça n'a rien à voir avec les élections. Donc, et aujourd'hui, Tshisekedi veut faire le recensement avec son groupe au Samalukonde. Mais il est sûr qu'il va bien faire le recensement à Ituri, à Beni, à Butembo, à Uvira, et à l'est, là où il y a des troubles. Il est vraiment sûr, est-ce qu'il est sérieux? Quand il parle de ça, je voudrais qu'il nous réponde. Est-ce qu'il est sérieux? Il va aller faire le recensement à l'Est? Je ne sais pas. Il faut qu'il nous dise s'il va aller faire le recensement à l'Est. L'insécurité continue. Honorable, la dernière question, c'est par rapport aux nominations. Pour une toute première fois, on a une dame à la tête de la Banque centrale du Congo, on parle après 70 ans. Et elle est experte, elle vient de l'AFP, du FMI. Je ne sais pas, ça vous arrange qu'on ait une femme à la tête de je ne veux pas m'attirer la foudre des femmes qui vont penser que je suis contre elles. À compétence égale, la femme peut occuper n'importe quel poste. Bon, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de voir que le chef de l'État met à la tête de la plupart des institutions les gens d'une même tribu. C'est comme s'il y avait des femmes compétentes au Kasaï. Mais je pense à l'époque de Mobutu, il y avait beaucoup de femmes qui occupaient des postes. Je crois que c'était des femmes de diverses provinces. Et ça, c'est le constat que j'ai fait. Je la félicite, j'encourage, mais je ne m'empêche pas de constater que la tribu prévaut quand même comme critère de nomination de la plupart des responsables de ces pays-ci, depuis un certain temps. Pour calmer la géostratégie? Non, ce n'est pas la géostratégie. Nous sommes un pays uni, comme Mobutu l'a fait si bien dit. Les hommes forts de Mobutu, c'est les Chimbomo Mukuna. C'est les Chimbomo Mukuna. Les Kitengeye, sous les vieux Kitima, les Bazamukala, ils n'étaient pas de l'Équateur. C'est ça la nation, c'est ça l'État. Mais lorsqu'on a les premiers présidents de la Cour constitutionnelle, un Moulouba, les procureurs généraux après la Cour constitutionnelle, un Moulouba, on voulait tenter de mettre un Moulouba à la tête de la CENI. Bon, je ne vais pas citer les autres qui sont dans des ministères et tout ça. Je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on prend une mauvaise orientation. Merci. Merci beaucoup.